Merci beaucoup pour cet accueil. Alors, si j'ai bien compris, on doit s'asseoir. Nous allons nous asseoir et vous présenter effectivement ce soir un sujet qui nous a été inspiré, tellement inspiré qu'on a décidé d'en faire un livre au travers d'une des collections menées par Émile, Grande bataille, regard croisé, dont le premier volume est consacré à Alésia, donc la bataille d'Alésia. Quelque part, nous rejoignons à nouveau le Second Empire avec ce sujet, quelque part, et surtout donc cette thématique en fait du regard croisé. Regard croisé, en fait, le croisement de différentes disciplines, celle évidemment des historiens ou de l'historien selon les sujets. Les beaux-arts, bien entendu, qui sont là pour illustrer généralement les sujets, et puis bien sûr la littérature et toute la partie mémorielle, avec en particulier la valorisation des musées qui sont extrêmement actifs pour la partie, cet aspect mémoriel des sujets. Alors, pour introduire, on va très brièvement vous raconter très vite notre petite histoire. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet-là ? Eh bien, vous voyez différentes œuvres qui s'affichent à l'écran. Vous avez à gauche le monument aux morts de la guerre de 1870 de Bordeaux, donc d'où je suis originaire. C'est un monument qui m'a toujours extrêmement fascinée et pour lequel, à l'époque où j'étais en poste à Bordeaux, j'ai même tenté en fait une restauration par le biais de comités en fait de quartier qui a été mené à l'époque par Alain Juppé. On a failli aboutir à quelque chose de superbe en reprenant, on va dire, les schémas du 19e siècle, mais finalement Alain Juppé est parti de la mairie et ça ne s'est pas fait. De l'autre côté, vous voyez le monument aux morts de 1870 de Perpignan, devant lequel Émile passait quand il était enfant et qui aussi l'a beaucoup intrigué. Il a longtemps cru que c'était la guerre de 14-18. Et ce monument également a été bougé lors de la construction du Palais des Congrès de Perpignan. Donc tous ces monuments ont souvent souffert. Celui de Bordeaux aussi a été déplacé pour y construire un parking, notez bien. Et puis au milieu, vous voyez cette illustration qui figure en couverture de notre conférence et du livre, et dont je vous parlerai plus tard, qui est une illustration en fait, qui provient du musée dans lequel je travaille et qui s'appelle L'Oublié, qui est une peinture commémorative de la guerre de 1870. Alors notre sujet ce soir, c'est d'essayer de vous démontrer pourquoi est-ce que cette guerre est aujourd'hui fait partie des guerres oubliées dans l'histoire de France, et est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour y remédier? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'impulser quelque chose petit à petit? Vous l'avez dit, apparemment, il y a peu de personnes qui interviennent sur ce sujet, mais je reste persuadée que ça va aller en augmentant. Voilà, effectivement. Comme disait Marie, dans cette collection, on va suivre plusieurs regards sur la guerre de 1870, à préciser que nous traitons la partie impériale de cette guerre de 1870. Voilà pourquoi nous parlons de 1870 et pas 1870-1871. Le regard de l'historien, parce que si notre travail a beaucoup porte sur le patrimoine, la mémoire, les musées, les monuments, vous allez voir, les monuments aux morts, ce qu'il reste encore de nos jours, pour autant, on doit toujours commencer par l'histoire. L'histoire, rappelez ce que beaucoup d'entre vous savez ou peut-être avez oublié. Donc, on ne dira pas cette terrible défaite, mais cette succession de défaites stratégiques, opérationnelles, qui pourtant, souvent, on va le voir passer par des victoires tactiques sur le terrain. Le contexte, d'abord, au début de cette guerre, rapidement, c'est cette Europe en 1870. Cette Europe en 1870, modifiée forcément depuis 1815, eh bien, on a différents personnages à la tête. La diplomatie est toujours importante de ces grandes puissances. Bien sûr, la reine Victoria, que l'on voit ici, elle règne depuis 1837. Elle règne pour encore longtemps, puisque elle meurt seulement en 1901. Et elle est très proche de la famille impériale, très proche de Napoléon III, très proche d'Eugénie. Elle va d'ailleurs accueillir et Napoléon III et Eugénie en exil. Pour autant, elle n'intervient pas parce que, vous le savez, depuis à peu près le XVIIIe siècle, les Georges, les souverains anglais représentent la Grande-Bretagne, l'Empire, mais pour autant laissent gouverner, diriger les premiers ministres qui, maintenant, voient plutôt d'un mauvais œil, au faire un office, Napoléon III, cette France se redresser et devenir un petit peu hégémonique. Donc, elle n'intervient pas, elle laisse faire. L'Autriche de François-Joseph, connu via Sissi l'impératrice, lui règne depuis 1848 jusqu'en 1916. L'Autriche est plutôt proche de la France de Napoléon III. Proche parce que 1866, c'est la défaite de Sadowa face à la Prusse, l'humiliation de Sadowa. Pour autant,
L'Autriche donc n'est pas contre une intervention aux côtés de la France, mais attend surtout que l'Autriche sait qu'en Russie, le tsar Alexandre II, celui-là même qui a été battu, puisqu'il a succédé à Nicolas Ier, a été battu au moment où il prend la suite en 1855, eh bien forcément a quelque chose contre la France de Napoléon III, surveille l'Autriche et fait savoir à l'Autriche, dès le lendemain de la déclaration de guerre, le 19 juillet, que si l'Autriche intervient, la Russie interviendra aux côtés de la Prusse et donc des États allemands. Donc ces deux États se neutralisent, et puis l'Italie de Victor Emmanuel, la jeune Italie. On sait que Napoléon III, la France de Napoléon III, donc a participé à cette unification de l'Italie. L'Italie est proche de Napoléon III, prête à intervenir aux côtés de la France, à la condition que les États du Sud, Bavière, Wurtemberg, Bade, interviennent aux côtés de la France. Mais il y a quand même un différent entre l'Italie de Victor Emmanuel II et la France, c'est Rome et les troupes françaises qui se trouvent à Rome. Donc quoi qu'il en soit, finalement, ces grandes puissances vont observer, regarder, suivre et même évoluer d'ailleurs dans la manière de traiter. On voit l'Angleterre, j'en reparlerai, qui au début était plutôt proche, favorable à la Prusse et qui, à la suite des défaites du mois d'août, va se montrer plutôt favorable, proche de la France. Voilà où on en est au moment où les deux souverains, les deux acteurs principaux, deux des trois acteurs principaux, c'est-à-dire l'empereur Napoléon III, vous le savez, il est malade. Depuis à peu près 1807, il souffre gravement de la maladie de la pierre, ce qui va s'ajouter en quelque sorte aux éléments qui vont expliquer la défaite de ce mois d'août 1870. En face, le roi de Prusse, le roi Guillaume Ier. Guillaume Ier, il a la particularité de traverser tout le 19e siècle. Si Napoléon III est né en 1808, meurt en 1873, eh bien Guillaume, lui, est né en 1797. Il était présent à la bataille de Leipzig aux côtés de son père. Et il règne depuis le début depuis 1860 à peu près. Donc il est roi et forcément, il n'est pas du tout favorable à cette guerre. Il va être poussé, il va être lancé dans la guerre malgré lui par justement l'astuce de son chancelier Otto von Bismarck, qui va jouer un rôle, bien entendu, très important, puisqu'il a décidé d'unifier l'Italie par le fer et par le sang. Donc, on le sait, comme il l'a proclamé devant le Parlement allemand. La défaite du Danemark, la défaite de l'Autriche, reste le gros morceau, la France, pour souder tous les États allemands. Donc voilà, les dés du malheur sont jetés. Il reste un casus belli maintenant. Quel va être le sujet? Car depuis les années 60 et surtout les années 1866, c'est-à-dire la grande victoire prussienne sur l'Autriche, eh bien, indifférent, la France de Napoléon III et la Prusse veulent en découdre chacun des deux côtés. Si ce n'avait pas été la dépêche d'Ems, ça aurait été autre chose. On ne va pas refaire l'histoire. Quoi qu'il en soit, eh bien, 1868, la reine Isabelle d'Espagne est renversée. On cherche un autre souverain. Et du coup est proposé à un membre de la famille Hohenzollern, proche du roi, de prendre la succession. Dès qu'on est au début de l'été 1870, en juin, les va-et-vient dans les chancelleries, tout le monde part en vacances. On est loin de penser qu'il va y avoir une guerre durant cet été 1870. Bien sûr, le prince de Hohenzollern refuse, à la demande de la chancellerie française, cette succession, cette couronne, mais bien entendu, cette fameuse dépêche d'Ems, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères français réclame par écrit justement l'éloignement de cette couronne d'Espagne par le roi de Prusse, qui au bout d'un moment s'agace un petit peu. Bismarck change les mots de manière humiliante afin de provoquer la France, publie le texte dans la presse berlinoise, forcément, qui arrive à Paris, et là, forcément, l'enthousiasme, le torchon brûle, le taureau français fonce, bien sûr, sur le torchon rouge. Napoléon III, malgré lui, poussé par son entourage, poussé par la presse, finalement, finit par déclarer la guerre le 19 juillet 1870. Les acteurs, les deux pays, la France, qui a trouvé ses frontières depuis l'intégration de la Savoie et du comté de Nice,
551 000 km² pour 38,5 millions d'habitants. En face, les États allemands, la Confédération du Nord, depuis 1866, auquel s'est ajouté finalement les États du Sud catholiques par rapport aux États du Nord protestants. Durant longtemps, ces États du Sud, on va dire une tradition depuis Louis XIV, étaient souvent proches de la France, aux côtés de la France, contre la Prusse ou contre les Habsbourg d'Autriche. Et finalement, cette alliance défensive, c'est-à-dire que pour Bismarck, il faut que la Prusse soit attaquée pour qu'il y ait une solidarité entre tous les États allemands. C'est exactement ce qui se passe. Cette Allemagne, eh bien, donc pareil, on est à 540 000 km² pour une population supérieure si on ajoute les États du Sud, c'est-à-dire que là, on est à 42 millions d'habitants. Quoi qu'il en soit, même taille, même puissance, à peu près, même nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'on serait parti pour une guerre plutôt longue. En fait, je vais utiliser un terme anachronique, ça va être une espèce de blitzkrieg durant le mois d'août. Les choses changeront par la suite. Alors, les forces en présence, j'en parlais, les forces militaires. Le soldat français qui a montré sa valeur lors des précédentes guerres, on se rappelle bien sûr du discours de Bordeaux où Napoléon III disait qu'il ne voulait pas la guerre, il y avait d'autres guerres à mener en France. À ce moment-là, en 1852, il y a eu la Crimée, il y a eu l'Italie, il y a même eu l'expédition du Mexique, et là, il y a la guerre contre la Prusse. Donc le soldat français, ces chiffres à peu près, là où le maréchal Leboeuf disait à Napoléon III, avant que celui-ci ne déclare la guerre, qu'il ne manquait pas un seul bouton de guêtre sur les uniformes français, et que rapidement, il pouvait lever plus de 400 000 hommes auxquels il faudrait rajouter la garde mobile, tout ceci se faisant rapidement, sûr de lui, en face, donc finalement, au début du mois d'août, les maréchaux français ne pourront compter que sur 250 000 hommes. 250 000 hommes équipés pourtant du meilleur fusil de l'époque, le fameux chasse-peau, qui se charge non plus par la bouche mais par la culasse, c'est-à-dire ce qui donne la possibilité aux soldats français de pouvoir s'allonger par terre et de tirer. Donc non seulement c'est un fusil de qualité, le meilleur de l'époque, mais comme vous le voyez ici décrit, c'est un fusil qui tire loin, qui peut tirer jusqu'à 14 coups, alors que si on regarde en titre de comparaison, et puis bien sûr la fameuse REFI, c'est-à-dire la mitrailleuse utilisée pour la première fois en Europe, mal utilisée, non pas que l'armée française sur un champ de bataille utilise pour la première fois ce que l'on appellera par la suite la mitrailleuse et qu'on continue à appeler à ce moment-là donc une arme plus proche du canon plutôt que d'une mitrailleuse, c'est la fameuse Gatling utilisée durant la guerre de sécession par les Américains à partir de 1864, mais qui est utilisée à l'arrière avec l'artillerie pour tirer contre les batteries d'artillerie françaises et pas avec l'infanterie, sauf durant la bataille de Gravelotte, ce qui fera beaucoup de morts. Côté allemand, donc le soldat allemand, alors je dis le soldat allemand, le soldat prussien, mais bien entendu il y a des soldats bavarois, il y a des soldats wurtembergeois, donc des badois, etc. C'est-à-dire autant d'uniformes différents. Ces soldats sont équipés, leur nombre d'abord très important, 460 000. Cela va être très important. Il y aura quasiment 2 soldats allemands pour 1 soldat français. Je dis allemand parce qu'il n'y a pas que des Prussiens. On dit souvent la guerre franco-prussienne. On devrait plutôt parler de guerre franco-allemande. Donc ces soldats allemands, ce qui va permettre aux maréchaux allemands non seulement de combattre les armées françaises, de les encercler, mais en plus de poursuivre leur lutte durant l'enfermement de Sedan ou de Metz. Eh bien, les Allemands peuvent se permettre d'avancer et d'aller faire le siège de Paris. Donc, en effectif, les Allemands sont supérieurs. La qualité de leur fusil, par contre, le fusil Dreyse, qui était le meilleur fusil à Sadowa, ce qui a permis la victoire contre les Autrichiens, par rapport au chasse-peau français est de moins bonne qualité. Les Allemands le savent, c'est-à-dire qu'ils tirent moins loin que le chasse-peau français. Les Allemands devaient encaisser les tirs avant de pouvoir tirer eux-mêmes et répliquer face aux soldats français. Et donc forcément, la cadence de tir est beaucoup moins importante. Vous voyez, 8 coups maximum seulement par minute. Mais l'Allemagne a une arme très importante, essentielle, c'est son artillerie. L'artillerie Krupp, donc cette artillerie que Krupp lui-même avait proposée à Napoléon III, qu'il avait refusé. C'était le maréchal Leboeuf qui avait refusé, disant que l'artillerie française était de meilleure, donc suffisait largement. Cette artillerie Krupp qui tire beaucoup plus loin,
avec des obus donc, qui éclatent maintenant, et donc on a passé les obus à ricochet auparavant, des obus qui éclatent, qui font des dégâts dans l'armée française et qui souvent vont être décisifs au moment des batailles, notamment à Saint-Privat. Donc une artillerie de meilleure qualité face à un fusil de meilleure qualité côté français. Les dés du malheur sont jetés, ces deux armées. L'infanterie, les cuirassés, l'infanterie et l'artillerie seront les deux armes décisives durant cette guerre de 1870. Les moments de la cavalerie, tels que l'époque de Napoléon Ier, est un petit peu dépassée et terminée, même si on aura de belles charges, Marie en parlera, à Reichshofen, avec les Turcos également, le mythe du Turcos qui naît durant la guerre de Crimée, puisque les Russes les confondent avec des soldats turcs. Côté allemand, donc cette infanterie légère, cette infanterie prussienne, les Bavarois, qui vont jouer eux aussi un rôle très important, que ce soit en Alsace ou à Sedan, et puis les francs-tireurs. Je parlerai des mobiles tout à l'heure. Il y a ces francs-tireurs, c'est-à-dire ces soldats qui doivent s'équiper eux-mêmes, indépendants, qui viennent tirer dans les arrières de l'ennemi et qui vont traumatiser les Allemands, qui souvent, d'ailleurs, dès qu'ils les arrêtent, les pendent, les prennent quasiment pour des espions, les traumatiser à tel point qu'en 1914, au moment de l'invasion de la France, les Allemands seront omnubilés parce que leur racontaient leurs parents de la guerre de 70 où, sans arrêt, quand ils traversaient la Lorraine et l'Alsace, on leur tirait dans le dos. Ce qui se passera moins donc, durant la guerre de 14. Les dés du malheur sont jetés. Je divise finalement, j'ai choisi de diviser cet été 1870 en trois parties. Trois actes de la tragédie. Le premier acte, c'est d'abord l'invasion. L'invasion du territoire, premier acte, on voit un petit peu, on va suivre ces flèches avec les commandants en chef. Deux commandants en chef. Moltke, celui-là même qui dirigeait l'armée prussienne contre le Danemark, contre l'Autriche, et qui là a un plan face à la France. Lui, il va y réunir ses troupes, contrairement à la France, qui va étaler ses 7 corps d'armée, donc depuis la frontière avec le Luxembourg jusqu'à la frontière suisse. Les 7 corps d'armée sont étalés, polarisés autour de deux armées, donc l'armée du Rhin et l'armée d'Alsace. L'armée d'Alsace, commandée par le maréchal MacMahon, et l'armée du Rhin, commandée par le maréchal Bazaine. Moltke, lui, veut au contraire regrouper toutes ses troupes sur 3 armées. 3 armées, on va le voir. En face, l'autre commandant en chef, c'est Napoléon III lui-même. J'ai une erreur dans ma carte. Voilà, ici, excusez-moi. Tac, voilà, c'est mieux. Donc Napoléon III est lui commandant en chef de l'autre côté, c'est-à-dire que ce n'est pas un militaire, mais le chef de l'État lui-même qui va commander l'armée française, sachant que Napoléon III souffre de la maladie de la bière, il a du mal à rester à cheval, et à partir du 13 août, il va confier le commandement une première fois à Bazaine et ensuite à MacMahon. Donc, hop, on y retourne, clac, on remet notre carte, l'invasion, voilà, du territoire. Donc d'un côté, comme je le disais, Moltke, de l'autre côté, Napoléon III, et puis les 3 armées allemandes. Steinmetz dirige la première armée qui doit envahir la Lorraine. Frédéric Charles, donc de la famille impériale, dirige la 2e armée, qui lui aussi doit rentrer en Lorraine. La 3e armée est confiée au Kronprinz Frédéric Guillaume. Donc 3 armées. Donc tels des bulldozers qui doivent pénétrer en territoire, alors que je vous l'ai dit, côté français, les 7 corps d'armée, depuis l'Alsace jusqu'à la frontière avec le Luxembourg, sont dispersés. Le 4, si on passe l'entrée de l'escarmouche de Sarrebruck le 2 août. Le 4 août, finalement, les troupes françaises, une petite division du général Douai, à peu près 10 000 hommes, sont surpris à Wissembourg. Wissembourg, c'est la première grande victoire allemande. À Wissembourg, le général Douai et ses troupes se défendent comme ils le peuvent, mais à 1 contre 10, forcément, ils sont submergés. Les renforts sont derrière en Alsace, n'arrivent pas. Et ça va être systématique. Du coup, Frédéric Guillaume avance et le 6 août, donc le 6 août, c'est Steinmetz qui rentre à Forbach et qui affronte, pareil, des troupes françaises de Frossard, du général Frossard, un corps d'armée, là aussi, à 2 contre 1. Frossard attend des renforts du maréchal Bazaine qui n'envoie pas ses troupes. Finalement, l'artillerie
pousse Frossard à reculer, c'est l'invasion de la Lorraine. L'invasion de la Lorraine, MacMahon, lui, après les défaites de Wörth, notamment Reichshofen et Froschwiller, donc décide de fuir, il recule, il abandonne l'Alsace, c'est-à-dire que le 6 août, déjà, l'Alsace est perdue. L'Alsace est perdue, il fuit avec ce qui lui reste de troupes de son armée. Ces troupes vont aller remplir les places fortes ou rallier le camp de Châlons. Châlons, là où Napoléon III avait créé justement un camp militaire où on expérimentait les nouvelles armes, la Réfie notamment, où justement on menait de grandes manœuvres et on va reconstituer une nouvelle armée, l'armée de Châlons, qui d'ailleurs va être dirigée par le maréchal MacMahon. Donc Bazaine, de son côté, recule également, il recule vers Metz, c'est-à-dire que le 10 août, la France est envahie en Alsace et en Lorraine. Certaines villes décident de résister, Bitche, Strasbourg par exemple. D'autres, comme Nancy, vont se livrer et laisser passer l'ennemi. Donc l'Alsace est perdue, les troupes allemandes avancent. Acte 2 de la tragédie, après l'invasion, l'encerclement. L'encerclement des armées, les Allemands cherchent les armées françaises. MacMahon, donc lui, veut rallier Paris. C'est d'ailleurs ce que demande Napoléon III dans sa stratégie. Il veut revenir sur Paris avec les deux armées, l'armée de Bazaine et l'armée de MacMahon, sauf que le comte de Pau, qui a remplacé Émile Ollivier, donc un fervent bonapartiste, lui ne veut pas plus que l'impératrice Eugénie, que les armées françaises reviennent sur Paris, ce qui pourrait déstabiliser le régime, provoquer une révolution et mettre à mal le Second Empire. Du coup, MacMahon va être entre son envie d'aller sur Paris ou celui de rallier Bazaine, ce que lui demande absolument donc l'impératrice et le comte de Pau. Donc du coup, Bazaine se fait enfermer petit à petit, on va le voir dans Metz, alors que le maréchal MacMahon, lui, recule donc sur Châlons, rallie l'armée, et alors que Bazaine lui-même, après avoir remporté différentes victoires à Borny, à l'est de Metz, au sud de Metz, à l'ouest, à Raisonville, et bien sûr donc à Gravelotte, Saint-Privat, finalement, le 19 août 1870, s'enferme dans Metz. MacMahon part, lui, le 20 août avec l'armée de Châlons. Il doit retrouver Bazaine. Il le cherche, il ne le trouve pas. Il remonte vers le nord jusqu'à être enfermé à Sedan, là où les premières et deuxièmes armées allemandes l'enferment. Donc l'enferme et commence alors le troisième acte de la tragédie. Le troisième acte de la tragédie, c'est-à-dire la capitulation des armées impériales. Capitulation des armées impériales, capitulation le 2 septembre de l'armée de MacMahon, à peu près 85 000 hommes qui se rendent. Capitulation de Strasbourg par ricochet, donc à la fin du mois de septembre. Capitulation de Metz le 28 octobre 1870. Plus de 100 000 hommes se rendent donc aux Allemands, partent en captivité en Allemagne. L'Allemagne ne s'attendait pas à cet afflux, à ces victoires aussi rapides et même débordées pour accueillir tous ces prisonniers. La guerre impériale est terminée véritablement en octobre, même si l'Empire, lui, a été remplacé par la République qui a choisi de poursuivre la guerre. Donc on voit ici tous les territoires qui vont être occupés. Oui, la République va poursuivre la guerre. Les armées allemandes, 4 armées désormais, vont avancer. En face, la République va créer de nouvelles armées, 2 armées de la Loire, sur la Loire, une armée dans le nord, dirigée par Federbe, une armée dans l'est, dirigée par le Bourbaki, mais finalement, comme vous le savez, le 28 janvier, une première fois, l'armistice est signé, qui aboutit le 10 mai 1871 au traité de Francfort. Alors, pour illustrer cette guerre de 1870, eh bien, la peinture, évidemment, a un rôle extrêmement important. Depuis plusieurs siècles, la peinture, et en particulier la peinture de bataille, est particulièrement recherchée dans les commandes pour les artistes. Et la guerre de 1870 va être un véritable tournant pour la peinture de guerre, la peinture d'histoire. Pourquoi ? Bien parce que depuis plusieurs siècles, les artistes recevaient des commandes de peinture et respectaient la commande, représentaient donc ce qu'on leur demandait de représenter, avec plus ou moins de bonheur selon s'ils avaient pu obtenir entre autres des croquis sur les champs de bataille ou des informations de la part des militaires.
pour la guerre de 1870, pourquoi est-ce qu'il y a un tournant? Il y a un tournant parce que désormais, en fait, les artistes vont être présents sur les champs de bataille. Il y a également, Émile en parlera tout à l'heure, l'importance de la presse et finalement des premiers reporters de guerre. Eh bien, pour les artistes, c'est identique. Et on va le voir, nous avons essayé non seulement de croiser les disciplines, mais aussi de croiser les points de vue des deux pays, c'est-à-dire de la France et de l'Allemagne, pour vous montrer la différence de traitement également du point de vue des beaux-arts. En particulier, donc, en peinture, vous allez me dire, c'est simple, il y a d'un côté des vaincus et d'un côté des vainqueurs. Eh bien, cela va s'observer de manière extrêmement importante dans la manière de représenter, en fait, les combats, comme si, on va dire, les artistes avaient eu le sentiment de ce qui allait se dérouler, évidemment, puisque ça s'est passé généralement, il y a des croquis qui sont faits sur place, mais les grands tableaux, les œuvres elles-mêmes ne vont pas être réalisées avant les années... Premier tableau, c'est 1872. Et on va avoir, en fait, eh bien, deux visions, ce qui est tout à fait logique. D'un côté, je vais d'abord vous présenter cette vision-là, c'est la vision allemande, où on va avoir le souhait de valoriser dans, évidemment, la continuité de cette guerre. La continuité de cette guerre, c'est la création de ce très grand empire allemand. Et donc, eh bien, on valorise ceux qui ont construit ce nouvel empire, à savoir l'élite, les aristocrates, ceux qui vont être, en fait, les chefs de l'armée. Donc, les chefs et d'état-major et les princes, puisque vous le savez, donc Émile vous l'a dit, en fait, tous les princes quasiment sont engagés dans ce conflit, et même Bismarck, qui a deux fils qui sont quand même relativement jeunes, l'un à 17 ans et l'autre à 19 ans, sont également engagés dans la guerre. L'un d'entre eux va du reste être blessé. Donc vraiment, ils n'y vont pas, c'est pour faire de la figuration. Donc chez les Allemands, on va valoriser donc, la geste du commandement, et on verra tout à l'heure la position française qui évidemment est tout autre. Ici, Émile en parlait avec ce premier combat, qui est donc le combat à Wissembourg. Donc on est très tôt, on est le 6 août 1870. Et ce premier combat est représenté, donc c'est l'un des rares tableaux qui existent sur ce sujet, c'est celui donc, de Freiberg, qui est l'un de ces artistes allemands qui eux aussi sont sur les champs de bataille. Et vous voyez que il s'agit ici du 5e corps d'armée qui est dirigé par... alors, je vous prie d'excuser mon accent allemand qui est épouvantable, donc qui est dirigé par Kirchbach. Et on le voit ici, vous voyez, on voit très bien, on voit presque plus, vous voyez, son gant blanc qui donne l'ordre d'attaquer à ces armées, et on devine dans le fond, en fait, si vous voulez, tout ce qui est infanterie. Ce qui est valorisé, malgré tout, c'est l'action de guerre. On voit bien, on nous a mis quelques petits blessés devant, mais ce que l'on voit essentiellement, ce sont donc tous cet état-major à cheval, et puis donc cet ordre qui est donné par ce gant blanc. Vous allez voir que l'utilisation du blanc est très importante chez les Allemands pour le commandement. Alors, un tableau que j'aime énormément, et comme vous l'avez compris, l'idée, c'est à travers une étude plus poussée, en fait, d'une bataille, expliquer un conflit. C'est le principe de notre ouvrage. Et donc, la représentation de Gravelotte, qui a été une bataille extrêmement importante donc, dans ce conflit à tous les niveaux, et qui est représentée dans la galerie des chefs de guerre de l'arsenal de Berlin. Donc grande perte pour le patrimoine de l'histoire de l'art européenne que la destruction en fait, de cette galerie des glaces à l'allemande, si vous voulez, qui, tout exactement comme notre galerie des glaces, vous le savez, pendant des siècles, la France a été modèle, et donc ce qu'avait fait Louis-Philippe avec la volonté de montrer la création de la France à travers les conflits, eh bien, va être reproduite à Berlin dans l'Arsenal. Et voici le grand tableau qui représente la bataille de Gravelotte-Saint-Privat. Vous remarquez peut-être, et je vous prie d'excuser du coup le cliché qui provient d'une de mes vieilles cartes postales, si vous regardez donc cette composition extrêmement élégante, eh bien vous voyez que c'est sur la droite que notre œil est attiré par un cheval blanc qui est à demi cabré, et qui est le cheval du prince Albert de Saxe, pardon, le roi Albert de Saxe. Il deviendra empereur en 1873, donc parmi donc tous ces petits royaumes, eh bien donc
le roi Albert de Saxe va mener une offensive importante à Gravelotte et on va choisir du côté allemand d'illustrer dans cette galerie eh bien, l'action allemande grâce à l'action en fait, d'Albert de Saxe qui a vraiment été reconnu comme ayant eu un comportement exemplaire lors de cette bataille. On verra également qu'à Gravelotte, en réalité, il va y avoir des énormes pertes du côté allemand et donc il fallait trouver vraiment l'illustration d'un moment de grande bravoure et on va dire une des actions victorieuses du côté allemand. Donc c'est ce qui est illustré du côté allemand pour Gravelotte par un artiste, Blake Dreux, qui est un artiste très important pour la cour prussienne. Très grand artiste, très grand personnage qui va être prolixe vraiment pendant la guerre. Il s'agit de Anton von Werner, qui est un très jeune peintre à l'époque, mais alors qu'il a une production pléthorique, vraiment, il peint à toute vitesse, et qui va se faire remarquer après la guerre de 1870 et qui va recevoir la commande du tableau certainement le plus difficile à regarder pour un Français, puisqu'il s'agit de la proclamation de l'Empire allemand au sein de la Galerie des Glaces à Versailles. Grand succès évidemment du côté allemand pour ce tableau qui est d'un format très important pour l'original. Il a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, mais pas d'inquiétude, en temps de von Werner, on avait fait à peu près 4-5 copies, donc on en trouve encore pas mal. Il existe des versions de différentes tailles, dont une format réduit également, mais on voit effectivement que dans ce tableau, l'artiste a à nouveau utilisé, ce que je vous disais, cette couleur blanche pour valoriser le personnage central, qui, de manière étonnante, n'est évidemment pas le roi Guillaume qui devient empereur ce jour-là, mais bien Bismarck. Vous voyez que c'est Bismarck qui est au centre du tableau, qui porte une tenue blanche, alors que le héros du jour, eh bien, il est placé sous les drapeaux, sous un dé et sous les drapeaux pris aux Français. C'est le roi donc Guillaume Ier qui est accompagné de son fils, le prince héritier, que l'on reconnaît également à juste un pas derrière lui. Voilà. Donc, Anton von Werner, c'est un artiste très important. Il va représenter différentes formes du conflit. Il faut savoir que ce qui va également être un tournant dans ces représentations de guerre, c'est qu'on va ne plus avoir des représentations on va avoir encore quelques représentations de batailles générales, mais qui s'appuient sur, on va dire, d'autres structures, on va dire, picturales. Par exemple, on verra avec les chevaux le traitement. En fait, on avait beaucoup appris sur le galop du cheval et on va l'exploiter à travers la peinture. Mais on va beaucoup s'attacher à ce qu'on appelle l'épisode, l'anecdote. Et Werner est pour ça extraordinaire. Si vous allez sur Internet, vous verrez, je ne pouvais pas tout vous mettre, sinon on peut faire une conférence que sur Werner. Il va représenter des scènes de soldats, que ce soit en France, à Paris, des petites anecdotes. Ça, c'est vraiment caractéristique de cette guerre. Je vais terminer sur la peinture allemande avec un autre artiste important pour la cour prussienne, qui est donc Karl Röchling, et qui représente ici, vous le voyez, une attaque très intense des Bavarois dont vous parlez, Émile, tout à l'heure, puisque ce sont les Bavarois qui vont avoir pour ordre en fait, de prendre ce village de Bazeilles. A priori, Bazeilles, petit village sur le territoire, c'est pas que ça se faisait très facilement, mais enfin, normalement, ça aurait dû se faire bien. Sauf que les Français vont résister terriblement et les Bavarois vont se livrer à des exactions au sein du village en tuant tout simplement des villageois parce qu'en les supposant qu'ils aient protégé des soldats. Donc c'est vraiment un épisode traumatisant pour les Français. Le symbole, par contre, de la souffrance et en même temps de la gloire française, c'est la prise de cette maison que vous voyez, qui en fait était un petit restaurant, donc la maison Bourgerie. Et vous voyez nos Bavarois qui essayent de prendre cette maison, et on voit bien qu'ils sont comme jetés dehors de la maison par les Français qui l'occupent. Et ça me permet de faire la transition. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de cette maison Bourgerie. Voici ce que les Français donc, font de leur côté, puisque nous avons ici certainement l'œuvre la plus célèbre de la guerre de 1870. Et j'ose le dire, je termine presque par le point final, c'est-à-dire l'œuvre qui termine, on va dire, les beaux-arts, la peinture, et qui est cette réalisation d'Alphonse de Neuville qui s'appelle Les Dernières Cartouches, puisque Alphonse de Neuville représente donc
ce qui se passe à l'intérieur côté français, représenté par un Français. Il faut savoir donc que les marins et les marsouins français qui sont donc à l'intérieur de la maison Bourgerie, qui se sont réfugiés dedans, vont presque tous mourir. Ils vont être 15 à sortir de la maison, mais les Bavarois ne vont pas les tuer, puisqu'ils vont reconnaître leur bravoure, puisqu'ils ont tenu pendant presque 48 heures pour défendre cette maison, et ils vont s'arrêter quand, évidemment, ils n'auront plus de cartouches. Ça, je pense que vous l'avez compris. La représentation de Neuville est extrêmement intéressante. Vous voyez que finalement, on a vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'anecdote, en fait. Ce n'est pas du tout un champ de bataille, c'est une maison avec cette armoire, vous avez remarqué le matelas contre le mur. Et finalement, est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'on voit l'ennemi? Ben non, on ne le voit pas. Il y a un casque à pointe roulé au sol, mais c'est tout. Et vous avez des gens qui sont blessés, mais en fait, finalement, si on ne connaît pas le contexte, en fait, on ne peut pas identifier de quoi il s'agit. Et puis, il y a évidemment le côté grandiose de l'œuvre de Neuville, qui est de représenter, vous voyez, toutes sortes de personnages, différents corps d'armée. On voit qu'il y a un turcos, alors qu'on sait très bien qu'il n'y en avait pas. Et puis, les uniformes, il y a de la fantaisie dans l'uniforme. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un peintre qui travaille énormément, et sa composition, et les couleurs. Et donc, il va apposer des pantalons rouges à des personnes qui, évidemment, n'ont pas du tout des pantalons rouges, mais bien des pantalons bleu marine. Et tout ça, on le sait très bien, parce que tout ça est très documenté. Ce tableau, Neuville l'a fait avec le commandant Arsène Lambert, qui dirigeait en fait les soldats dans la maison Bourgerie, avec qui il est devenu ami et avec qui il est venu sur place. Et ce tableau lui vaut en 1873, lors de la présentation au Salon, eh bien, la croix de la Légion d'honneur. C'est quand même pas rien, parce que on a beau être sur un tableau de petit format, on n'est pas sur du grand tableau de bataille, on n'est pas sur du grand format et quelque chose d'exceptionnel. On est sur un tableau qui fait 120 cm de long, mais en réalité, on est devant un tableau tellement important, qui parle tellement aux Français, qui représente tellement cette souffrance et en même temps cette gloire dans la défaite, qu'il a la Légion d'honneur. Le tableau est acheté par un privé. Il faudra attendre après la mort d'Alphonse de Neuville pour que que le tableau redevienne disponible sur le marché de l'art, et va finalement être acheté en 1960 par une association pour qu'il soit déposé, et on en parlera tout à l'heure, à la maison Bourgerie, qui aujourd'hui est un musée, le musée de la dernière cartouche. On est devant un phénomène incroyable, c'est-à-dire qu'un tableau a donné son nom à un musée et non l'inverse, notez bien. À l'inverse, vous avez ici un tableau qui a été rejeté par les Français. Le tableau d'Auguste Lançon, qui représente Mort en ligne, et j'ai même été incomplète dans le titre, c'est Mort en ligne, épisode de Bazeilles, et qui représente également la bataille de Bazeilles. Mais ça, c'est un tableau qui n'a pas du tout plu aux Français, ni à l'État, ni au privé, et pour cause, on est devant vraiment la représentation la plus dure de la guerre, et on a beau être sur un conflit où on va représenter l'anecdote et des éléments vraiment différents de la peinture de bataille, malgré tout, ce n'est pas du tout ce que l'on veut voir. Et d'où le côté très brillant du travail d'Alphonse de Neuville, c'est qu'on va dire que lui, il a réussi à trouver le moyen de représenter des morts, de représenter des champs de bataille, tout en glorifiant la geste de l'armée française. Et ça, c'est important, puisque c'est compliqué de représenter une défaite. Donc, le choix français, c'est la défaite dans la gloire, et avec, évidemment, certains critères que Lançon n'a pas voulu retenir, et pour cause, Lançon était reporter de guerre, et il a voulu vraiment représenter ce qu'il avait vu. Et puis, un autre point très important, donc, dans cette représentation glorieuse de la défaite, eh bien, c'est la fin des cuirassiers, la fin de ces charges militaires qui ont tellement bouleversé les armées, qui ont rencontré les armées de Napoléon Ier, et de ce corps d'armée extraordinaire, considéré comme extrêmement valeureux et brillant. Et on a ici un jeune artiste, donc Sicard. Le tableau a été retrouvé au moment lorsque le nouveau musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, donc à Gravelotte, en 2014 s'est ouvert. Et bien, il y a eu tout un énorme travail en fait de recherche d'œuvres qui représentaient des événements de la guerre, des restaurations d'œuvres qui avaient été pendant très longtemps en réserve dans certains musées. Et vous avez la chance aujourd'hui dans ce musée de pouvoir voir énormément d'œuvres qui représentent la guerre de 1870, alors même qu'ils viennent de d'autres musées. Donc Sicard va représenter cette
épisode de la campagne de 1870, qui en réalité, on le voit bien, est un cuirassier mourant. Il y a une référence directe, évidemment, aux guerres de Napoléon Ier, avec le cuirassier blessé que vous connaissez bien et que vous pouvez voir au Louvre, réalisé par Géricault, on va dire très exactement 50 ans avant. Voilà. Et puis, autre grand tableau qui représente la fin de cette cavalerie, un tableau que j'ai choisi de vous présenter qui n'est pas connu, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que c'est un tableau qui fait 8 mètres de long et qui est conservé au château de Versailles. Je vais être très taquine, mais vous savez peut-être qu'à Versailles, il y a énormément de trésors du patrimoine artistique français qui est caché des yeux du public. Et j'aimerais énormément pouvoir un jour voir ce tableau. Malheureusement, on ne peut pas le voir, même dans des moments particuliers où l'un des musées du château ouvre. Sont des tableaux qui sont certainement rangés de telle manière qu'on ne peut pas les voir aisément. Et voilà, on n'a que ce cliché qui représente un tableau d'Aimé Moreau. Aimé Moreau, grand artiste de la guerre de 1870, c'est un Édouard de Taille ou un Alphonse de Neuville. Et il va représenter donc ses charges de cavalerie à Reichshoffen. Donc Reichshoffen, c'est ces charges de cavalerie qui ont lieu au moment des batailles de Froschwiller-Wörth. Et donc il y a 2 énormes charges de cavalerie qui vont décimer l'intégralité de la cavalerie française. Donc une à Morsbronn à 13h30 et l'autre à Elsassausen à 15h30 et on parle généralement donc des charges de cavalerie ou de Morsbronn ou de Reichshoffen. Et Moreau va vouloir représenter en fait une charge donc qui a été menée en fait par l'un des commandants avec plusieurs régiments de cuirassiers. Il y a 3 régiments de cuirassiers. Et il y a l'un des chefs en fait, de ce régiment qui va être, au moment où est lancée la charge, eh bien, il va avoir sa tête emportée par un boulet de canon prussien, mais son cheval va continuer en fait, à charger en entraînant en fait, tout le régiment avec lui. Et c'est ce qu'a représenté Moreau, parce que cette histoire a énormément marqué dans l'imagerie populaire. Et il y a eu des chansons, je vous dirai ça tout à l'heure. L'artiste a dû trouver un moyen de représenter ça. Et vous le voyez, c'est compliqué parce que ça aurait été extrêmement dur de présenter un chevalier sans tête. Hein. Notez bien que pour ceux qui aiment Tim Burton, le chevalier sans tête, ça vient de là en fait, hein, les histoires du chevalier sans tête qui donnent lieu à un roman anglais, etc. Bon, on pourrait encore en parler. Voilà, il y a ce cavalier, vous voyez, complètement renversé sur son cheval, qui nous fait bien comprendre qu'il est mort, et avec son équipe qui est derrière lui et qui va donc quand même charger. Donc quelque chose d'assez émouvant pour nous raconter cette fin des cuirassiers. Et puis, dernier grand tableau français, et on est à nouveau devant une œuvre d'Alphonse de Neuville, que vous avez certainement pu voir, puisque c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, celui-ci. Donc il est plus visible, on va dire, parce qu'on va peut-être plus souvent au musée d'Orsay qu'à Gravelotte. Il s'agit donc du cimetière de Saint-Privat, élément très important de cette grande bataille qui est Gravelotte. Je dis grande bataille au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est une bataille qui va s'étaler sur plusieurs kilomètres, de Gravelotte à Saint-Privat. Et ce cimetière de Saint-Privat avait été donc occupé par les Français, et les Prussiens vont arriver à récupérer le cimetière. Vous le voyez, je pense, très bien sur le tableau. Vous devinez dans le fond, derrière la grande porte du cimetière, les armées prussiennes en train, vous voyez, d'envahir les éléments, et avec l'artillerie qui est complètement déchaînée, qui va donner son nom à l'expression ça tombe comme à Gravelotte ensuite. Et ce tableau qui est présenté au salon de 1881 par Alphonse de Neuville va lui donner cette fois-ci, il est fait donc officier officier de la Légion d'honneur. Chevalier officier. Okay. Et puisque ce tableau donc, a beaucoup marqué l'artiste, il l'a gardé avec lui pendant un certain temps, ce tableau, eh bien, son ami, l'un de ses amis sculpteurs, au moment de sa mort, va réaliser, vous voyez sur sa tombe, en fait, la porte du cimetière de Saint-Privat pour soutenir le buste de l'artiste. Enfin,
Un élément très important, caractéristique de cette époque et qui arrive avant le cinéma, c'est le panorama. Alors le panorama, on a la chance d'en avoir encore quelques-uns qui sont visibles. Vous en avez un très beau qui est visible à Waterloo et vous avez également un panorama, le panorama Bourbaki, qui est visible en Suisse. Le panorama, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire c'est vraiment une superficie de peinture colossale qui est disposée donc dans un support un petit peu comme un cirque avec des bruitages, des objets, de manière à vous faire croire que vous êtes au cœur de la bataille. Et De Taille et Neuville vont avoir comme commande un panorama sur Rezonville, le soir de Rezonville, c'est-à-dire en fait un soir après le combat. Et voici aujourd'hui le panorama tel que vous pouvez le voir au musée de Gravelotte, puisque cette œuvre extraordinaire de plusieurs mètres de long a été donc dépecée une dizaine d'années après sa réalisation, en 1891 précisément, et vendue en fait par pièces. Donc aujourd'hui, le musée de Gravelotte en fait essaye de récupérer les éléments pour essayer de nous donner une meilleure idée de la représentation de ce panorama, qui s'articule essentiellement autour de ce que l'on voit sur l'image de gauche et de droite, parce que c'est très difficile dans cet espace de prendre des photos, excusez-moi. Eh bien, il s'agit de la rencontre entre Bourbaki et Canrobert qui avait lieu en fait à Rezonville, vous voyez, au pied de la croix. Alors, vous avez ici une photo assez amusante retrouvée récemment donc, par les services de l'État, représentant donc De Taille, Neuville et Maté, qui a aidé à la structuration du panorama à Rezonville en 1882, où ils sont, vous voyez, en train de croquer et de vérifier en fait les structures encore restantes pour pouvoir réaliser leur panorama. Il faut savoir que tous les deux artistes de Taille-Neuville vont travailler très très vite et ils ont réussi à peindre l'intégralité des figures humaines, laissant paysages et autres éléments à leurs collaborateurs. Voici un élément de panorama. Je n'ai pas retrouvé mes photos du panorama qui est à Gravelotte, donc vous voyez à quoi ça ressemble avec différents éléments qui permettent d'organiser la visite de l'élément. Et puis, cette peinture de Betzéler, qui est certainement beaucoup moins connue, d'abord parce que donc elle est dans un musée qui est fermé depuis 10 ans, donc ça n'aide pas à la connaissance d'une œuvre, mais que vous avez peut-être vu si vous êtes allé à l'exposition que le Louvre-Lens avait consacrée au désastre de la guerre en 2014 pour les commémorations en lien avec la Première Guerre mondiale. Vous noterez le sujet du Louvre, c'était les désastres de la guerre, et la chronologie, c'était en fait du Premier Empire jusqu'aux guerres contemporaines. Et ils avaient choisi comme visuel donc, pour leur exposition ce tableau qui vient donc, du musée dans lequel je travaille, du musée de Bayonne. Alors, il s'appelle L'Oublié. Et vous vous dites, bah oui, clairement, ce jeune soldat, il est en train de mourir sur un champ de bataille, il a été oublié de tout le monde, et en particulier des ambulances que vous devinez peut-être au fond. À gauche, vous avez en fait un petit élément blanc. En fait, c'est l'ambulance de la Croix-Rouge avec à bord médecins et infirmières. Eh bien, en réalité, ce soldat oublié va avoir une destinée assez extraordinaire. En effet, le personnage est un personnage que l'on idéalisait. On est presque devant un tableau allégorique, vous voyez, à travers un petit épisode qui représente l'abandon d'un soldat sur un champ de bataille. Mais en réalité, il y a eu un modèle pour ce soldat, et ce modèle, c'est un jeune Bayonnais, très jeune Bayonnais, hein, il avait à peine 20 ans, il s'appelait Théodore Larrand, il s'était destiné à être prêtre. Il était au séminaire quand il a été convoqué pour participer à la guerre de 1870. Donc vous voyez, depuis Bayonne, il est allé presque se faire tuer à Gravelotte, puisque ça se passe à Gravelotte, le moment où il est blessé. Et lorsque il est blessé, il est considéré comme mourant et abandonné sur le champ de bataille. En réalité, c'est une infirmière qui était une des dernières de la Croix-Rouge qui a repéré qu'il respirait encore. Et elle a donc récupéré ce jeune soldat et il a été soigné pendant 1 an. Et puis c'est un happy end puisque en fait, l'infirmière et le soldat vont tomber amoureux, donc adieu séminaire, et il revient à Bayonne avec son infirmière et ils auront ensemble 4 enfants. 4 enfants dans un intervalle de 10 ans, puisqu'en fait, il a bien été blessé très gravement près du cœur, et on n'a pas pu lui retirer la balle, et en fait, la balle a cheminé et a fini par tuer notre soldat. Mais
Mais ne pleurez pas, puisqu'aujourd'hui, ils ont des descendants qui sont aujourd'hui des amis du musée et qui sont même des donateurs du musée. Donc c'est vraiment une jolie histoire bayonnaise. Et elle est doublement bayonnaise, puisque l'artiste Émile Betseler est lui-même bayonnais. Et lui, il a été enfermé, il fait partie des artistes qui ont été enfermés dans le siège de Paris, où il a extrêmement souffert. Il est un des élèves d'Alexandre Cabanel, que vous connaissez peut-être de nom. Et lorsqu'il revient à Bayonne, il va rencontrer Théodore Larrand. Ils vont devenir amis, ils ont exactement le même âge. Ils vont mourir en même temps, quasiment des mêmes raisons, puisque Émile Betseler, lui a tellement souffert des privatisations durant la guerre qu'il a des problèmes en particulier osseux, et il va mourir en fait des suites également de la guerre de 1870. Mais tous les deux vont devenir amis et sont en fait liés à travers ce tableau, qui, vous le voyez, est également un tableau de fantaisie, vraiment une allégorie de la guerre de 70 et plutôt des désastres de la guerre, puisque Gravelotte, Saint-Privat, en plein mois d'août, il faisait une chaleur épouvantable, et on n'est pas du tout avec ce paysage enneigé, bien entendu. Ce paysage enneigé, il est à la fois pour dramatiser le tableau, mais il est aussi en référence au très beau tableau qui représente les désastres en fait des guerres napoléoniennes contre la Russie. Donc on est vraiment sur, vous voyez, quelque chose d'extrêmement référentiel et qui aujourd'hui a vraiment une puissance à la fois esthétique et symbolique extrêmement intéressante, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme emblème de notre sujet. Alors, donc justement, les batailles, Wissembourg, Wörth, Reichshoffen, Forbach, Spicheren en Lorraine, mais aussi, on l'a vu, Borny autour de Metz, et comme on le voit ici à Rézonville, autant de batailles meurtrières, très meurtrières, durant cette guerre de 1870, rappelant aux habitants de l'époque que ça y est, on était rentré dans l'époque de la guerre industrielle. De nombreuses batailles, pour autant, ces batailles ne sont pas restées dans la postérité. Une bataille est restée, c'est la bataille de Gravelotte. Gravelotte pour les Allemands, Saint-Privat pour les Français. Vous savez, on ne donne pas forcément le même nom pour une bataille. Je vous renvoie à Waterloo, la Belle Alliance. Chacun va donner son nom à sa bataille. Les Allemands vont imposer Gravelotte, les vainqueurs stratégiquement, pourtant pas forcément vainqueurs sur le terrain tactiquement. Alors cette bataille, pourquoi elle va laisser son nom de manière très importante? Cette bataille est extrêmement meurtrière. C'est la meurtrière de la guerre de 1870-1871. Plus de 200 000 hommes s'affrontent. Il y aura presque 40 000 victimes. Je rappelle que dans les victimes, il y a les morts, les blessés et les disparus. Il n'y a pas que les morts. On compte un peu plus de 20 000 côté allemand pour un peu plus de 12 000 côté français. Donc une bataille très meurtrière en une seule journée. Le 18 août, en fait, des escarmouches déjà à partir du 14 août. Le 18 août, les Français attendent. Pour la première fois, ils ont décidé de se retrancher. Pour la première fois, véritablement, ils vont utiliser le fameux canon à balles. Ils vont l'utiliser avec l'infanterie et ils vont faire des dégâts. D'où ça tombe comme à Gravelotte, que l'on utilise quelquefois de nos jours pour parler des pluies diluviennes qui peuvent tomber à un moment précis. 12 km du sud vers le nord, au sud, le village de Gravelotte, au nord, le village et cimetière de Saint-Privat. La bataille commence au sud. Les troupes en présence envoient le Réfi qui va jouer un rôle très important, le canon Krupp qui va jouer un rôle décisif. C'est lui qui va permettre aux Allemands d'emporter la victoire. D'un côté, tous les grands chefs allemands sont présents. Bien sûr, Moltke, qui à un moment est inquiet et à un moment même pense à faire reculer ses troupes à la fin de la journée, avant le moment décisif. Moltke est présent. Steinmetz, lui aussi, c'est le premier qui a engagé la bataille et qui, après la bataille, sera relevé de son commandement d'ailleurs, même s'il finit maréchal. Donc Frédéric Charles, le neveu de l'empereur, est également présent, du roi, pardon, il n'est pas encore empereur, le roi lui-même. Tout le monde est présent au moment de la bataille. De l'autre côté, Bazaine. Bazaine, avec l'armée la plus importante, plus de 120 000 hommes, il ne va pas engager toutes ses troupes. Bazaine, lui, il veut suivre ce que lui a dit l'empereur, Napoléon III, c'est-à-dire rallier, sortir de Metz, aller vers l'ouest, vers Verdun, et à partir de Verdun, rallier donc les troupes de MacMahon. Il est devant Metz, il veut se garder une porte de sortie, il sait qu'il a Metz derrière lui et que dans la forteresse, de toute façon, il pourra aller se réfugier avant de partir vers le nord.
Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être enfermé. La bataille commence au sud, comme je vous l'ai dit, Canrobert également présent, ainsi que Bourbaki, deux autres généraux maréchaux qui vont encore jouer un rôle durant la guerre, durant la partie républicaine. Donc la guerre commence au sud, les premières escarmouches, les Français résistent, les Allemands ont énormément de pertes, et du coup déplacent la bataille vers le centre et vers le nord. Il est décidé d'envoyer la garde royale prussienne, qui est décimée à tel point que le roi lui-même, au soir de la bataille, quand il écrit à son épouse à Berlin, lui dit donc ma garde a trouvé son tombeau dans le cimetière de Saint-Privat. Finalement, ce n'est pas tant la garde qui finit par faire reculer les Français. Il est plus de 20 heures, les Français ont tenu. Il faudrait que Bazaine envoie quelques troupes, quelques renforts, rentre, prenne l'offensive pour exploser totalement l'armée allemande et passer. Il ne le fait pas, il n'envoie pas de renfort. L'artillerie allemande sur les hauteurs gronde, décime totalement les Français qui résistent comme ils le peuvent. Surtout, c'est l'arrivée de nouvelles troupes allemandes au nord qui permettent de prendre justement Saint-Privat et de menacer d'enfermer les troupes françaises. Et les Français se décident à reculer. Le lendemain matin, les Allemands sont surpris de voir que Bazaine a abandonné le champ de bataille. Et là, la boucle est bouclée. Metz est totalement enfermée et Bazaine ne pourra plus sortir jusqu'au 28 octobre, moment où il capitulera. Donc cette bataille de Bazaine, ce Metz de bataille devient un siège, car cette guerre de 1870, c'est aussi une guerre de siège finalement. Et si les Français n'avaient pas utilisé ces forteresses, n'étaient pas partis à l'assaut rapidement, n'avaient pas disséminé leurs troupes, est-ce qu'ils n'auraient pas pu résister? On ne va pas faire d'Uchronie, on va juste constater, faire le déroulé de ces nombreux sièges donc, qui, disséminés un petit peu partout, ont tenu les Phalsbourg. On reparlera de Phalsbourg tout à l'heure avec le Tour de France, mais aussi Strasbourg qui tient 52 jours. La ville est endommagée, traumatisée d'ailleurs par ce siège. Metz, 58 jours. Donc quand on fait le tour, Verdun, 76 jours. Mais aussi, on le voit ici, Neuf-Brisach, 71 jours. Montmédy, 102 jours, et bien sûr, la palme vient aux deux villes qui ont résisté, qui n'ont pas cédé. Belfort, 105 jours, avec donc, le commandant Tessier, donc le lion de Belfort, celui qui va résister, ainsi que Bitche, qui sera la dernière place forte à se rendre, 228 jours, avec le commandant Tessier, Belfort, donc vous le savez, d'Enfer Rochereau pour Belfort et le commandant Tessier pour Bitche. Donc voilà pourquoi je me reprenais. Alors, pour pouvoir travailler en fait sur cette période, on s'est intéressé à différentes ressources et en particulier pour travailler sur toute la partie littérature, on s'est dit qu'il faut redonner la parole à ceux qui ont vécu les choses et on s'est intéressé en particulier aux lettres, aux correspondances des soldats. Ce qui est très intéressant, c'est que grâce aux commémorations de l'année des années 2020 et 2021, même si c'était pendant Covid, eh bien, il y a eu des publications et des traductions en français des correspondances entre les Allemands. Et je vais aller un petit peu vite parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard, mais on a relevé plusieurs lettres en fait, de soldats allemands. Et puisque nous venons de parler de Belfort, ici un extrait, vous voyez, d'une lettre d'un Allemand, Ernest Guichard, on ne dirait pas, mais oui, c'est un Allemand, qui écrit à sa maman et qui, vous le voyez, lui écrit « Nous autres de la troupe en sommes presque écœurés. Dans toutes ces proclamations, le roi dit qu'il nous procurera bientôt à nous, les soldats, la joie de la paix. Mais Belfort semble avoir été oublié et ce trou de malheur coûtera encore plus d'une vie humaine. » Donc on est vraiment là devant effectivement quelque chose de terrible pour les soldats avec les sièges qui obligent les Allemands à rester à côté et donc à ne pas retrouver, contrairement aux autres, à certains autres soldats, enfin, leur famille. Et puis, donc, il y a différents textes que je pourrais vous lire. Je vais me permettre de vous lire. Je vais aller un petit peu rapidement. Un qui est assez amusant. On a un Édouard Vermeyer qui écrit le 7 août à sa maman la chose suivante. Donc, il a participé donc à la bataille donc, du 6 août, et il écrit « MacMahon est le général le plus célèbre, et son moral a dû être quelque peu brisé. Les blessés sont de braves hommes, et puis les zouaves, les turcos, les spahis,
auxquels nous avons été opposés ne sont finalement pas des cannibales. Donc vous voyez, il y a comme ça toute une mythologie autour de qui est l'ennemi, en fait, qui sont vraiment assez intéressantes. Du côté des Français, j'ai relevé en fait un petit extrait d'une lettre de Louis Bouchard à ses parents, qui a participé à la bataille de Gravelotte-Saint-Privat et qui reprend, sans le savoir, puisqu'il écrit vraiment le soir de la bataille, la terminologie que l'on va utiliser à propos de cet événement extrêmement violent d'un point de vue des combats. Il écrit la chose suivante: l'infanterie ne tire plus sur nous, mais l'artillerie nous écrase. On n'entend que des explosions ou des sifflements d'obus dont les éclats coupent, fauchent, broient tout. Quelle pluie d'enfer! Donc on retrouve bien vraiment le fer en fait et la mitraille qui est relevée à Gravelotte. Et puis, évidemment, quand on étudie la correspondance, ensuite on s'intéresse à une partie aux éléments de chansons populaires ou de textes populaires, de poèmes. Il y a des chansons, il y a eu beaucoup de chansons qui ont été écrites, que l'on retrouve ensuite dans des corpus en fait, de musique pour soldats. Il y en a une que vous connaissez certainement et qui est même chantée dans une association que nous ne citerons pas. Et il y a une très belle chanson qui va être ensuite qui va continuer à être beaucoup chantée, beaucoup reproduite dans les carnets militaires, et je vous lis juste un des couplets parce qu'elle est vraiment, à mon sens, très puissante, et elle reprend ces fameuses charges de cavalerie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le deuxième couplet de cette chanson qui n'a pas de nom, et le voici. Soudain, le bronze observait le silence, seul s'entend le râle des mourants. Mais tout à coup, la foudre recommence. Un cri s'élève, on entr'ouvre les rangs. Des escadrons de chevaux redoutables semblaient jaillir comme un torrent de fer, et des chevaux de groupes effroyables devant Morsbraun partant comme un éclair. Donc vous voyez, c'est aussi à travers la chanson en fait le souvenir de ces cavaliers qui sont morts, qui se sont sacrifiés pour la France. Et puis dans la littérature, on a bien entendu les deux grands poèmes qu'a écrit Arthur Rimbaud et dont le plus célèbre est Le Dormeur du Val, dont je vous montre le manuscrit ici. Il faut savoir que Arthur Rimbaud est très jeune à l'époque et il écrit vraiment ça. Il écrit vraiment ces deux poèmes sous le coup de l'émotion par rapport à ce qui se passe en France. Et puis vous avez à droite une petite trompette, excusez-moi, j'ai pas mis la légende, donc qui est la trompette, c'est-à-dire c'est vraiment la trompette de Gravelotte, qui est conservée, vous le voyez, au musée de Gravelotte. Cette trompette a donné lieu à une chanson très populaire en Allemagne, vraiment une sorte presque d'hymne à l'époque pour les soldats, et elle a une histoire extraordinaire. Cet objet a été récupéré sur le champ de bataille de Gravelotte par les Allemands. Ils l'ont exposé pendant très longtemps à l'arsenal de Berlin que je vous ai montré en photo en noir et blanc. Et puis, lorsque le musée de Gravelotte a ouvert en 2014, il y a eu ce très beau geste allemand, puisque ce musée aussi, il est très beau par la double construction franco-allemande qu'il incarne. Eh bien, les Allemands ont décidé de déposer définitivement cet objet à Gravelotte. Donc, la trompette a retrouvé l'endroit où elle a été brisée. Et c'est un très, très joli poème allemand. Je vous en lis juste un tout petit extrait, parce que je ne voudrais pas être en retard. Et vous allez comprendre ce qui est arrivé à notre trompette. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, c'est un soldat qui, en fait, prend la trompette pour pouvoir appeler son régiment. Donc, il prit la trompette, l'emboucha et souffla. Et là, celle qui, vaillante et tonnante autrefois, nous avait menés gaillards au combat, la trompette n'avait plus de voix. Et en fait, la trompette, évidemment, a été percée par un trou d'obus et elle ne peut plus émettre le son habituel de la trompette. Parmi ensuite les auteurs prestigieux que l'on connaît, l'ouvrage le plus emblématique, c'est évidemment La débâcle d'Émile Zola, qui est un ouvrage extrêmement fort, puisque Émile Zola a mis 3 ans pour réaliser cet ouvrage. Il a beaucoup enquêté, il a fait un véritable travail de détective privé avec des soldats pour écrire ce roman, qui est évidemment un hymne contre
pour le soldat français et contre le commandement français, puisque si cette guerre a été perdue quand même, et Émile vous a un peu expliqué, mais on voit bien qu'il y a des errements au niveau du commandement qui sont extrêmement importants, et bien tout ça est parfaitement analysé, écrit à travers l'histoire donc, de Macquart et Levasseur que retrace Émile Zola. Et puis à droite, chez nos amis allemands, eh bien, Oskar von Redwitz, qui est un très grand auteur allemand, et qui est évidemment extrêmement réjoui de la fin de cette guerre avec la naissance de l'Empire allemand. Il va donc écrire un long poème. Il faut savoir qu'en langue allemande, en fait, on écrit beaucoup des poèmes, en fait, peut-être plus parfois que des récits, pour glorifier une action ou un personnage. Et dans ce grand poème épique qu'il écrit, qui s'intitule « Le chant du nouvel empire allemand » et qui date vraiment de 1871, c'est-à-dire juste après la proclamation de l'Empire allemand, eh bien, il décrit à un moment Bismarck, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'il écrit avec la traduction française. Cet aigle qui embrasse de son œil perçant les champs de bataille de la diplomatie, ce héros qui a fait la guerre sainte avec le glaive de l'esprit, cet archer dont les flèches ont transpercé le mensonge et l'effronterie gauloise. Donc voilà un peu comment est décrit Bismarck. Vous voyez que c'est quand même assez savoureux. Et alors avec ce très long poème, en fait, il souhaitait devenir le chantre de ce nouvel empire allemand, mais en fait le roi puis empereur Guillaume Ier n'a jamais été visiblement un fan d'Oskar von Redwitz et ne lui a jamais accordé en fait ce privilège. Donc, et nous allons passer donc à la presse, puisque après avoir parlé des auteurs, eh bien, tout naturellement, c'est Émile qui va vous parler de la presse. La presse française joue un rôle très important, et allemande, durant la guerre de 1870. Rapidement, la presse, elle apparaît au début du XVIIe siècle, vous le savez. Théophraste Renaudot, la Gazeta, 1631, Richelieu, qui de suite utilise cette presse. Donc pour qu'elle serve le régime, elle évolue. Seulement 10 titres différents à la veille de la Révolution française, plus de 100 durant l'année 1789, qui sont réduites à 11, puis 4 sous Napoléon Ier. Et puis plus ou moins entre 1815 et 1830, une presse plus ou moins libre, plus ou moins libérée, quelques titres. Très peu d'abonnés, encore et toujours. Une presse nationale beaucoup plus qu'une presse régionale. On peut dire à partir de Louis-Philippe, une petite libéralisation de la presse, sauf la presse satirique, qui pointe notre pauvre Louis-Philippe en poire, vous le savez, d'où interdiction du Charivari et autres presses à caricature. Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, puis empereur, lui, décide finalement de libérer cette presse, mais avec les quatre interdictions, finalement, qui surveillent cette presse. Avertissement, pardon. Au bout du 4e avertissement, bien entendu, la presse est supprimée, on ferme la boutique. Quoi qu'il en soit, 1868, une libéralisation du régime, il y a une plus grande tolérance vis-à-vis de la presse. Ici, on fait un petit peu un état des lieux. Vous voyez, cette presse en 1870, on a la presse que l'on peut dire bonapartiste, Le Pays, Le Gaulois, Le Figaro, donc le plus vieux numéro, on peut dire, de nos jours, puisque la Gazeta a disparu en 1915. Donc le Public, Le Constitutionnel, il y a d'autres titres encore, eux, forcément, sont derrière le régime, derrière Napoléon III. Une opposition discrète, c'est-à-dire ces numéros, la Gazette de France, qui est toujours là, Le Siècle, Le Débat, Le Temps, qui, eux, vont soutenir le régime et avec les défaites, surtout après Sedan, vont basculer de l'autre côté. Et puis, une presse d'opposition, La Lanterne, surtout, qui tire à 100 000 exemplaires en 1868. La Marseillaise, le rappel, le réveil, qui, majoritairement, pour autant, sentiment patriotique, au début, vont être aux côtés de la France, tout en se posant la question sur la légitimité de cette déclaration de guerre et de cette guerre, et bien entendu, vont tirer à boulet rouge contre le régime avec les premières défaites. Alors, la déclaration de guerre, bien sûr, la presse s'enflamme. Ce n'est pas tant qu'il y a énormément de lecteurs, on parlera tout à l'heure de l'école, et l'enseignement à l'époque touche une minorité de Français, donc pour autant on lit la presse de plus en plus, on parle la presse, on la commente. Le Constitutionnel, voyez, qui le 7 juillet déjà, avant la déclaration de guerre, eh bien incite, pousse justement, montre cette opposition au Hohenzollern. Vous voyez, la plupart des journaux se livrent à des commentaires plus ou moins émus sur cette nouvelle qui se confirme malheureusement de plus en plus, la nouvelle justement de Hohenzollern, qui s'installerait justement en Espagne de l'autre côté. Le 13 juillet, on s'approche une effervescence. Le prince Hohenzollern ne régnera pas sur l'Espagne. Nous n'en demandons pas davantage. Et puis, on s'enflamme de plus en plus dans l'univers
Dans l'univers, le 16 juillet, c'est-à-dire 3 jours avant la déclaration de guerre, l'opinion publique serait déçue si l'affaire venait à s'arranger par la diplomatie. Vous voyez, donc la presse pousse à la guerre le régime. D'accord. La liberté. Dans la liberté, c'est Émile Girardin lui-même qui écrit. Émile Girardin, vous savez, il a plusieurs fois tourné. C'est un petit peu le magnat de la presse qui a. Si la Prusse refuse de se battre, nous la contraindrons à coups de crosse dans le dos à repasser le Rhin et à vider donc la rive gauche. Émile de Girardin. Donc le rappel, bien entendu, de la même manière, hein, le rappel, journal d'opposition, qui lui dit « Attention, tout le monde n'a pas voté les crédits, la déclaration de guerre ». Des hommes comme Adolphe Thiers s'y opposent. Adolphe Thiers qui était farouchement opposé à la guerre. La guerre des honnêtes gens, écrit Edmond About. Edmond About, eh bien, il fait partie de ces reporters de guerre. C'est-à-dire, il va justement sur le terrain. Donc, ce qu'on demande aux reporters de guerre, c'est aussi de dessiner, d'illustrer la guerre, car on est friand d'avoir des dessins, hein, quelquefois des photos, hein, donc Nadar est déjà passé par là, sachant qu'il faut facilement 5 jours avant que les articles ne soient publiés par la suite. Donc il y a un grand décalage quand on a vu la répétition des batailles. Le drapeau qui soutient la guerre et qui se moque justement alors que les défaites ont déjà eu lieu sur le terrain. Si Guillaume ne veut pas se faire d'illusions, donc vous voyez, on l'avait fort vanté avant la bataille pour sa légèreté. On parle bien entendu du canon Krupp qui soi-disant aurait explosé à Sadowa, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'a pas empêché la victoire donc des Allemands. Grande victoire de l'armée française, prise de Sarrebruck. Là aussi, on parle encore de la victoire de Sarrebruck alors que les Français ont été vaincus à Spicheren et Forbach. Donc un décalage entre la presse et ce qui se passe, une presse qui exagère. Côté allemand, la presse allemande célèbre les victoires. Elle célèbre les victoires, mais dans l'honneur, comme on le voit ici, le Kronprinz qui vient se recueillir sur la dépouille du général Douai, donc qui fait, Marie en a parlé, donc l'objet d'une peinture célèbre. On voit ici publié dans la presse allemande également le 7e régiment de cuirassiers prussiens qui prend une batterie française le 16 août. On est proche de la vérité. L'univers illustré, les cuirassiers de la garde royale prussienne taillés en pièces à la bataille de Gravelotte le 27 août, alors que la bataille a eu lieu le 18 août. Vous voyez un petit peu le décalage entre la réalité. C'est avec une satisfaction marquée qu'il faut bien le reconnaître que le public accueille cette nouvelle portée par M. le comte de Palicot à la connaissance de la Chambre. Ce que je puis vous donner comme certain, c'est que le corps entier des cuirassiers blancs de M. de Bismarck a été anéanti. On parle bien entendu de Gravelotte et on oublie de dire qu'on perd justement lors de cette bataille de Gravelotte. Donc les espions français qui apparaissent dans la presse, de même que on voit ici un soldat d'un corps franc, un franc-tireur, pardon, qui apparaît, qui ont joué quand même un rôle assez important dans les arrières de l'ennemi et qui apparaissent comme de véritables héros dans la presse, la bataille de Sedan. Et ici, dans la presse britannique, les Américains, qui seront nombreux d'ailleurs comme journalistes, je vous le disais au début, cette presse britannique suit l'opinion et est plutôt côté allemand, alors qu'on peut dire à la fin du mois d'août, début septembre, les Britanniques ont compris la montée en puissance de l'Allemagne et se placent à partir de là plutôt du côté des Français. Commémorer la guerre de 1870. Alors, les commémorations de la guerre vont arriver immédiatement à la fin de la guerre, avec différents éléments plus ou moins importants, mais chez les Allemands, évidemment, de grandes fêtes proches de ce qu'on pourrait voir un 14 juillet. Ici, un point très important qui n'est pas forcément connu des Français, c'est en fait la célébration de Sedan, donc le Sedantag, hein, le jour de Sedan. Le jour donc de la bataille de Sedan, avec voilà, énormément de décorum sur les monuments allemands. Vous reconnaissez ici la porte de Brandebourg, qui, à cette occasion, vous voyez, est vraiment parée de décorations. Et puis, les Allemands étaient en train de construire une tour de la victoire, donc ça, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils avaient enclenché la réalisation de ce monument, que vous pouvez toujours voir, parce que pour le coup, Adolf Hitler avait eu la bonne idée de faire déplacer ce monument dans Berlin, et c'est un endroit qui n'a pas été bombardé dans Berlin. En conséquence, on peut toujours la voir. Mais elle a donc été construite à partir du moment où
la Prusse a entamé le début de sa guerre contre tous les différents royaumes, de manière à commencer à créer ce grand empire allemand. Donc la construction de ce monument a commencé en 1867 et va s'achever en 1873. Donc c'est parfait, puisqu'en fait, elle est prête pour les toutes premières commémorations de la guerre de 1870-1871 côté allemand. Et elle représente évidemment une très belle victoire, vous voyez, dorée. Mais ce qui est le plus étonnant dans l'art allemand, dans les termes de commémoration, et voilà, c'est ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez voyagé en Allemagne, eh bien peut-être que vous connaissez ce type de monument. Vous voyez que ça a un côté rustique et trapu comme les Allemands. Hein. Eh bien, il s'agit des tours Bismarck. Il faut savoir que les Allemands avaient décidé de rendre hommage à Anton von Bismarck à travers la réalisation de tours. Et ils avaient projeté d'en construire à peu près 250. C'est quand même assez colossal. Et au total, ils vont quand même en construire à peu près 180, que l'on retrouve dans tout l'Empire allemand. L'Empire allemand, on va dire, de la fin du 19e siècle. Donc c'est assez impressionnant. Certaines ont été détruites, ou ont été remplacées. Celle-ci, c'est celle de Stuttgart, c'est devenu un château d'eau, mais elle existe toujours, vous voyez, telle qu'elle. Eh bien, il en reste aujourd'hui quand même un peu plus de 120. Donc voilà, c'est très allemand et je ne pouvais pas résister à vous montrer ces réalisations-là dans le cadre donc, de ces grands monuments commémoratifs qui sont là pour valoriser le Reich, ce nouveau Reich, et la victoire donc franco-allemande. Ici, le très beau monument que réalise Brand et que vous pouvez encore voir, puisque énormément de ces monuments sont aujourd'hui détruits, au moins sur le sol français, mais même sur le sol allemand, en raison en fait des conflits suivants. Donc le monument du 3e régiment du Grand-Duché de Hesse, et qui se trouve à Fröschwiller. Vous me croirez évidemment si je vous dis que ce lion en fait est en train d'écraser les armes françaises et le drapeau français, et en particulier on reconnaît très facilement un chassepot. Vous me faites confiance. Et puis un monument assez exceptionnel qui a été détruit. Et ça, voilà. Nous, les historiens de l'art, on trouve ça dommage. C'était un monument colossal, hein, comme le savent faire les Allemands. Excusez-moi, qui faisait à peu près 25 mètres de hauteur, avec donc une partie en rocaille, un élément devant en fait avec des soldats, et puis en haut le monument donc à Frédéric Guillaume, le prince héritier, donc très actif hein, durant cette guerre. Vous voyez ce qui est arrivé à ce monument. Donc les armées, enfin plutôt le génie français a détruit le monument après la guerre de 14. Et aujourd'hui, voici ce qu'il en reste. Vous pouvez toujours retrouver, on va dire, la partie rocaille au sein d'un élément de forêt. Et puis, grâce aux commémorations de 2020-2021, eh bien, l'association des Amis de Wörth, en faisant un énorme travail de recherche et en ayant enfin l'autorisation d'aller fouiner dans les réserves du musée de l'armée aux Invalides, eh bien, a retrouvé la tête du prince. Et ils ont réussi à obtenir le dépôt. La tête fait à peu près 1 mètre de haut. Ça vous donne une idée de la taille et de l'ampleur de la statue. Et aujourd'hui, vous pouvez la voir au musée de Wörth, qui est un petit musée associatif. Autre réalisation, vous avez ici très rapidement des cartes postales de réalisation allemande à Spicheren, Gravelotte, Châtel-Saint-Germain et Vionville. Pour vous donner une idée, vous avez donc celui de Spicheren et celui de Châtel-Saint-Germain qui existe toujours. Les 2 autres ont été détruits. Donc c'est à peu près ce pourcentage-là. Vous avez à peu près une 50aine de bâtiments détruits. Et vous voyez que pendant en fait, toute la période importante entre la fin de la guerre de 70 et la Première Guerre mondiale, il y a énormément de commémorations, d'événements qui ont lieu au pied de ces monuments, de la part des Français pour les monuments français, de la part des Allemands pour les parties allemandes. Et vous voyez en haut à droite, il s'agit de la fameuse tour de Gravelotte que les Allemands avaient construit pour commémorer, l'un des monuments pour commémorer la bataille, mais qui a été rapidement détruit par eux-mêmes parce qu'en fait, il y avait des problèmes structurels et, voilà, et finalement, ils ont décidé de la supprimer. Dans les 2 pays, on procède de la même manière pour honorer et commémorer et les soldats et les batailles. Et vous voyez une carte qui vous montre à quoi ressemble la répartition des monuments. Alors quelquefois il s'agit de monuments commémoratifs, quelquefois il s'agit d'ossuaires, quelquefois il s'agit d'éléments qui ont été réalisés en l'honneur d'une personne. Donc on a voilà, toutes sortes de structures. Et puis ici, donc, parmi les éléments les plus importants, la halle du souvenir de Gravelotte, donc réalisée par les Allemands, qui a été aujourd'hui transformée, mais malgré tout qui reste un lieu important de commémoration. Pour les Français, il y a 2 monuments importants. Le monument de Mars-la-Tour, qui est le tout premier qui a été édifié,
Et puis le monument de Noiseville, qui lui est le premier monument français, mais en terre désormais allemande. Je vais aller un peu vite. Il fallait bien sûr trouver des monuments ici à Paris et en Île-de-France. Il y en a pléthore dans ces monuments. Rappelons deux choses. D'abord, pour la première fois, le traité de Francfort de 1871 impose aux deux pays d'entretenir les sépultures côté allemand et côté français. Là-dessus, une loi en Allemagne en 1872, une loi en France en 1873, où l'État doit s'engager aussi, quand il le peut, à acheter des parties de cimetières et lui-même à entretenir justement des tombes ou des monuments dédiés aux morts de la guerre de 1870-1871. Ici, au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, j'en reparlerai à la fin, quand on se promène, bien entendu, vous y êtes déjà allé, il y a ce grand monument dédié aux morts durant la guerre de durant le siège de Paris en 1870, plus particulièrement dans la division 64 du Père-Lachaise, un monument qui date de 1873. Sachant qu'on a trois périodes dans la construction de ces monuments en hommage aux troupes, aux régiments, donc aux morts. La période qui va de 1870 à 1873, où majoritairement c'est l'Église qui va s'occuper, on le voyait d'ailleurs en Moselle et en Lorraine plus largement, eh bien de créer d'ailleurs les premiers musées ou d'entretenir, de créer les premiers monuments. L'État ne s'investit pas beaucoup à ce moment-là, en tout cas parce que l'État français doit payer les 5 milliards de francs or à l'Allemagne, est complètement ruiné. Il y a une deuxième période entre 1873 et on va dire la fin des années 1880, donc où on commence un petit peu à oublier, à penser à autre chose, à reconstruire, à enraciner la République. Et à partir de 1890, début du XXe siècle, la belle époque où là revient la revanche et l'État s'investit dans la construction de monuments et de commémorations. Ce monument, donc réalisé, il est entouré à sa base par quatre sculptures représentant finalement ces troupes qui ont défendu Paris. Une sculpture représentant la garde nationale, un fusilier marin, un artilleur et un soldat de ligne. Donc les quatre représentaient à la base un autre monument aussi très important, toujours au Père-Lachaise, un monument qui rend hommage justement à Belfort et à la résistance de Belfort. Vous voyez tout en haut, qui date de 1911, et justement on est avec d'Enfer Rochereau, qu'on a reconnu tout en haut. Donc 1911, on est dans cette période revancharde. On voit la renommée qui est en train d'écrire sur le monument, le monument de Jacques Robichon. Les défenseurs de Belfort ont bien mérité de la patrie. En bas, on voit le lion de Belfort, et puis vous voyez les bas-reliefs qui représentent l'Alsace et la Lorraine. Place d'Enfer Rochereau, vous le savez. Donc ce lion de Belfort qui va être un petit peu le modèle de la réalisation du monument de Belfort. 1878, il est exposé un petit peu ce modèle et la ville de Paris l'achète et décide de l'installer pour rendre hommage une nouvelle fois à Belfort. Et puis, bien entendu, donc au rond-point de Courbevoie, la Défense de Paris. La Défense de Paris qui a quasiment retrouvé sa place puisque déplacée un moment, durant les années 1960, au moment justement de l'érection de la Défense, il est à noter que le monument avait été installé, on voit cette femme justement guerrière dans l'uniforme de la garde nationale avec le drapeau derrière aux couleurs de Paris, ce jeune homme, ce soldat de ligne qui tient un chasse-peau et derrière, on va le voir, une jeune fille qui représente tous les civils qui ont subi les privations durant le siège. Ce monument, il se trouvait au même endroit que là où se trouvait justement la statue de Charles-Émile Soeur sur Napoléon. Cette statue installée ici, qui était sur la colonne Vendôme, installée à Courbevoie à cet endroit entre 1866 et 1870. Donc déboulonnée en 1866, installée en 1870, et c'est l'approche des Prussiens qui font savoir aux Parisiens, en tout cas la rumeur court, que dès lors qu'ils auront la statue de Napoléon, ils vont la traîner justement par la base, c'est-à-dire par les pieds, pour humilier. Du coup, il est décidé de l'enlever rapidement, mais elle est tellement lourde qu'elle tombe dans la Seine, vous le savez, après la guerre. On va la chercher pour la mettre, donc vous le savez, aux Invalides, devant la Cour d'honneur, à partir de 1911. Donc des monuments qui, justement, on le voit ici, la diapo n'a pas été enlevée, elle aurait dû être supprimée. On se refait les monuments de Paris, donc on est chez vous, forcément, c'est tout à fait normal. C'est un problème qu'on veut éviter, mais qu'on n'arrive pas toujours à éviter. Hop. Normalement, on devrait voir justement la jeune fille derrière. Voilà, c'est la diapo précédente que j'aurais dû enlever.
Et puis, donc, il y a des sculpteurs qui ont le talent d'imaginer l'image symbolique qui va rester de cette guerre. Vous reconnaissez peut-être ce monument, puisqu'il est décliné en différentes tailles. On l'a encore vu très récemment, il y avait une exposition au musée d'Orsay où il était présenté en format à peu près d'1,50 m. Il s'agit en fait de l'œuvre d'Antonin Mercier, donc Gloria Victis, modèle de 1872 présenté au Salon en plâtre et qui a remporté un succès immédiat. Donc l'État achète le modèle en plâtre et va donc avoir l'autorisation de pouvoir faire reproduire le monument sous différentes tailles et dans différentes matières et va permettre à des villes d'acheter une fonte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a 13 villes en France, dont la ville de Bordeaux par exemple, qui sont détentrices en fait de l'un de ces modèles. Donc très modèle, vous voyez, extrêmement élégant, qui vous permet, vous faites le tour en fait de la pièce. Tout est intéressant, tous les points de vue sont intéressants. Il y a évidemment dans cette gloire carapassonnée, si je puis reprendre une image équestre, et qui porte un soldat en fait mourant, vous voyez, avec l'épée cassée. Voilà une des réductions. Vous voyez, on pouvait avoir à la maison, hein, même des petits formats. Le monument donc, de Belfort, donc, avec ce lion d'Auguste Bartholdi que Émile vous a montré donc, dans sa première version, on va dire, et qui va servir donc, à la reproduction en taille dans la muraille de Belfort, avec vous voyez, ce lion qui arrête la flèche de l'ennemi de sa patte. Très beau monument réalisé donc, dans une matière locale. Je passe, ça sont les médailles en fait commémoratives des deux pays et je laisse Émile attaquer l'école. Alors l'école, comme la presse le disait, a joué un rôle très important. L'école également joue un rôle très important. Je vais aller vite sur l'école. Cette école de la République, Fustel de Coulanges lui-même disait que ce n'est pas tant l'armée française qui a perdu face à l'armée allemande, mais l'école française qui a perdu face à l'école prussienne. Et il disait d'ailleurs que si la France un jour voulait battre l'Allemagne, il fallait qu'elle limite. C'est-à-dire que combien de fois les généraux allemands, dont Moltke disait aux généraux français qu'ils ne connaissaient même pas leur ville et leur pays. Donc il est décidé, imaginons qu'à partir de 1865, dans le secondaire, dans les collèges et lycées, comme on manque de moyens, on retire la géographie de l'enseignement. Et donc les Français ne connaissent même pas la géographie de leur pays. Bien sûr, cette école, à l'école primaire, côté allemand, on insiste, on montre régulièrement cette guerre de 1870-71, car il y a tout ce travail d'unification, donc de faire comprendre aux Bavarois, aux Wurtembergeois et autres qu'ils appartiennent à une même nation, alors qu'en fait, ils sont quand même assez différents. Côté français, bien sûr, on pointe systématiquement l'Alsace et la Moselle. L'Alsace et la Moselle, même si dans les manuels, souvent, on voit écrit l'Alsace-Lorraine, d'où cette erreur qui perdure encore de nos jours. Bien sûr, Jules Ferry, qui joue un rôle important, école gratuite et obligatoire, et cette République, justement, qui veut faire aimer la patrie, qui veut faire aimer la France avec le goût de la revanche, elle a trouvé son instituteur national, comme dit Pierre Nora. Cet instituteur national, c'est Ernest Lavis. Ernest Lavis, qui va créer justement ces manuels Lavis qu'on peut aller consulter justement à Rouen. À Rouen, on a un institut où on a des milliers et des milliers d'ouvrages donc d'histoire, pas seulement d'histoire, dans le musée de l'éducation, car c'est aussi un musée de l'éducation où les chercheurs peuvent retrouver de nombreux Lavis et autres manuels scolaires français, mais aussi internationaux, et justement où on peut les feuilleter ici dans des pages illustrées des années 1890, début XXe siècle, où systématiquement apparaissent ces moments tragiques de la guerre de 1870-1871 dans ce qu'on appelle cette histoire bataille. Cette histoire bataille qui va perdurer, on peut dire, jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire jusqu'au général de Gaulle. Cette histoire bataille, c'est manuel donc soutenu par le Tour de France par deux enfants. Nous n'oublions pas que les deux jeunes enfants qui ont perdu leur père partent de Phalsbourg et ont décidé de ne pas rester allemands et d'aller retrouver un oncle qui se trouve à Marseille et qui au passage vont faire une espèce de Tour de France où on va faire découvrir la France aux Français de l'époque. Donc cette guerre de 1870, côté allemand, eh bien, on a le même institut, c'est l'Institut Eckert. L'Institut Eckert,
Pour les chercheurs, et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs à la Fondation Napoléon sur l'histoire militaire, cet Institut Eckert, j'ai eu le plaisir d'y travailler en 2013 pour Napoléon Ier. Vous voyez, il se trouve à Braunschweig. Braunschweig, ça ne vous parle pas, ça vous parlera un peu plus si je vous dis Brunswick en français. Parce que Brunswick, ici on a le château, le Scholl de Braunschweig, eh bien, donc c'est le duc de Brunswick. Charles-Guillaume Ferdinand de Brunswick, il est connu pour le manifeste du duc de Brunswick, rappelez-vous, hein, juste avant la bataille de Valmy, où il voulait mettre Paris à feu et à sang. Il trouve la mort à Iéna, de même que son fils qui va le remplacer comme duc de Brunswick, qui lui, donc vous voyez, Frédéric Guillaume de Brunswick va trouver la mort donc juste avant Waterloo à la Belle Alliance. C'est là que l'on peut consulter, il y a quelque chose comme 160 000 manuels scolaires de tous pays confondus depuis 1975, et on a à peu près 3 000 manuels scolaires en histoire uniquement, sachant que beaucoup de ces manuels sont consultables en ligne, malheureusement, que jusqu'en 1914. Et justement, on voit dans ces manuels l'intérêt mis pour la guerre de 1870 qui commence à disparaître au lendemain de la Première Guerre, puisque bien entendu, au lendemain de la Première Guerre, surtout avec la montée du nazisme, à un moment où le Troisième Reich prend du recul par rapport au Second Empire. N'oublions pas que le Kaiser, qui a abdiqué le 9 novembre 1918, écrit de temps en temps à Hitler, un petit peu comme Louis XVIII l'avait fait pour Napoléon Ier, en lui demandant qu'il aimerait bien revenir au pouvoir, et il aimerait bien que justement Hitler, et qu'il ferait de Hitler son chancelier. On imagine ce que Hitler pouvait lui répondre. Il meurt en 1941. Donc on prend du recul par rapport au Second Empire, et puis la division de l'Allemagne, bien entendu, fait que cette Allemagne a du mal à revisiter son histoire après les deux guerres mondiales, oublie ces deux guerres mondiales, mais avec la réunification, on peut dire, un peu comme dans le cinéma, qu'il y a une relecture de l'histoire guerrière de l'Allemagne, et cette guerre de 1870-1871 donc apparaît beaucoup plus, par exemple, que la Seconde Guerre mondiale. Donc en France, intéressant en France, je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faudrait consacrer, je pense, une conférence rien que sur l'histoire militaire dans les manuels scolaires. Si on prend les manuels de nos jours, les manuels de nos jours, eh bien, cette guerre de 1870 est enseignée dans les manuels de lycée de première. Quasiment pas en collège, mais surtout en première. En première depuis 2017. Pas tant quand on étudie le Second Empire, à noter que durant longtemps on n'étudiait pas le Second Empire, on passait de 1815 à 1870, et toute cette partie-là était consacrée à la révolution industrielle, alors que dans d'autres pays, pour l'avoir visité, on parlait du Second Empire, et quand on parlait justement de la défaite, on parlait de la défaite, comme c'est le cas encore de nos jours, quand on parlait de l'unification de l'Allemagne, mais avec énormément de détails. Si je visite, regardez, la France et la construction de deux États, le chapitre 5 de la deuxième partie, oui, l'unification de l'Italie, et on voit systématiquement l'abdication de Napoléon III à Sedan. Sedan, on voit les commémorations dont on parlait Marie d'un côté, avec la douleur, regardez les questions qui sont demandées aux élèves à les faire sur Internet, la douleur de la défaite d'un côté et, bien entendu, la fierté de la victoire en Allemagne de l'autre, ici avec le Sudentag. Je parcours rapidement un autre manuel pour montrer que ce n'était pas un manuel au hasard. Là aussi, toujours pareil, troisième partie, le tableau qui nous a été montré tout à l'heure pour montrer l'unification de l'Allemagne, la résistance de la France, et une nouvelle fois Napoléon III qui se soumet à Bismarck, la représentation bien sûr de la proclamation de l'Empire allemand par Bismarck. Un dernier, où là, on insiste plus particulièrement sur l'annexion de l'Alsace et du nord de la Lorraine. Vous voyez, on a du mal à dire la Moselle encore de nos jours. Après s'être rectifié, on reste encore et toujours sur la Moselle. Le manuel scolaire allemand qui insiste sur le fait que les Alsaciens se font tirer l'oreille quand même pour véritablement s'intégrer au Reich. Et côté français, on insiste, vous voyez ici, sur les optants, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de refuser d'être allemands, donc ils se sont dit de prendre l'option de partir. 160 000, en réalité 50 000 véritablement vont quitter le territoire. La place de la guerre de 1870 dans les commémorations franco-allemandes. Là, je me suis intéressé, depuis le rapprochement entre la France et l'Allemagne, ces commémorations, on peut dire, inaugurées par le général de Gaulle avec Konrad Adenauer, finalement, quand elles ont été les lieux importants donc, pris pour ces grandes commémorations. Reims, qui est suivi par le traité de l'Élysée, un premier traité de rapprochement, d'alliance entre la France et l'Allemagne, avec deux hommes forts. Verdun, donc on le voit ici en septembre 1984, entre François Mitterrand et le chancelier Kohl. Caen, la Seconde Guerre mondiale, en 2004.
Gerhard Schröder avec Jacques Chirac. Pour la première fois, les Allemands sont invités à participer aux commémorations du débarquement. Nicolas Sarkozy avec Angela Merkel sous l'Arc de Triomphe en 2009. Ici, on est donc à Oradour-sur-Glane, où là, donc justement, le président Hollande invite le président allemand au Vieil-Armand. Pardon, c'était au Vieil-Armand, c'est-à-dire au Hartmann-Wielerkorps en Alsace. Ici, c'est justement le président Emmanuel Macron qui invite son homologue Walter Steinmeier à Oradour-sur-Glane, qui lui souvent aussi a fait l'objet de rencontres et de grandes commémorations à Compiègne, ici, donc pour les commémorations de 2018, Emmanuel Macron qui invite Angela Merkel. C'est d'ailleurs finalement que des lieux qui commémorent les 2 premières guerres mondiales, rien sur les commémorations de la guerre de 1870. Pour autant, vous voyez ici dans la halle aux souvenirs, en face du musée de Gravelotte, eh bien, 2020, pour le 150e anniversaire, une représentante française et allemande, vous voyez, le ministre donc, de l'ambassade d'Allemagne, sont présents justement. On est masqué, forcément, Covid oblige. Et puis, on est ici en 2023 à Noiseville, lors de la restauration de la statue qui avait été abîmée, et puis notamment la France, qui avait été volée par le Souvenir français, qui joue un rôle très important, le Souvenir français, qui naît justement de la guerre de 1870 avec son président Serge Barcellini, ici, qui inaugure, qui montre la sculptrice justement de la statue lors de la commémoration, statue volée en 2021, restaurée en 2023. Je rappelle ici justement François-Xavier Nyssen, un Alsacien à l'origine, premier président du Souvenir français. Ces expositions, après les commémorations, je me suis intéressé un petit peu aux grandes expositions. On a tous vu l'exposition de 2017 sur France-Allemagne, la guerre de 1870, et systématiquement, on s'aperçoit que ces expositions ont lieu dans l'Est de la France avec les mêmes titres, La guerre oubliée, ou à Paris, vous voyez ici au musée de Vincennes, Réinventer la guerre à Vincennes. Donc des expositions qui montrent, à Nancy, qui montrent justement les tourments tragiques de cette guerre, une exposition sur la guerre ici à Rueil, donc en Île-de-France, une exposition en 1870, La guerre oubliée dans l'Aisne, et puis intéressant, hein, systématiquement, La mémoire est un tri de l'histoire au temps présent, Serge Barcellini, président du Souvenir français, pour montrer que finalement dans l'histoire, on ne prend que ce que l'on a envie de prendre. Alors, comme le temps est dépassé, je vais juste passer les diapositives très vite. Voilà, juste pour vous repréciser en fait les lieux qui aujourd'hui permettent de voir de découvrir cette guerre ou de la redécouvrir, de voir des œuvres. Il s'agit ici du musée de Gravelotte, bien sûr, et le cimetière qui est en face, tout à fait. Le cimetière, la halle aux souvenirs et le cimetière. Des reconstitutions qui permettent de faire vivre le lieu et qui ont beaucoup de succès. Côté allemand et côté français, je précise. Et puis, donc, la maison Bourgerie dont je vous parlais avec la dernière cartouche. Pourquoi ça avance pas? Eh ben, comme ça, c'est... Voilà. C'est trop long. Alors, pour conclure, justement, on va conclure. L'idée, pourquoi cette guerre de 1870, finalement, est devenue une guerre oubliée, bien sûr, vous le savez, les 2 guerres mondiales, on est loin des... à peu près 200 000 morts franco-allemands de la guerre de 1870, puisque la Première Guerre mondiale, c'est 1 400 000 pour 1 800 000 côté allemand. La Seconde Guerre mondiale, ensuite, on va rentrer dans une période, forcément, où on veut oublier la guerre et on veut se reconstruire. La guerre de 1870, c'était la guerre de la revanche, un petit peu de la haine entre la France et l'Allemagne. Donc, on va l'oublier. On va épeurer cette guerre, on est en train de la redécouvrir. Elle reste encore présente dans les mémoires, dans les régions de l'Est de la France, essentiellement, beaucoup moins dans le reste de la France. Elle est oubliée, mais on peut dire que les historiens s'y intéressent à nouveau, les publications reviennent sur ces guerres, les manifestations, comme je le disais, je vois ces morts ici, hein, de la guerre. Et puis, je voudrais terminer par ces paroles. Comme je le disais à des amis de la Fondation, en janvier, j'ai amené des élèves de terminale à GGSP, spécialité géopolitique-histoire, lors d'un voyage où le thème était le Paris de Napoléon Ier et de Napoléon III. Voilà. Donc, je termine toujours mes voyages parisiens. Bien sûr, il y a le passage incontournable aux Invalides, bien sûr, à l'Opéra Garnier pour Napoléon III et autres. Et
je fais toujours un petit peu une course repère au Père-Lachaise, où là, les élèves sont divisés par groupes et doivent se prendre en photo devant des tombes célèbres de personnages qui ont vécu sous le Premier et le Second Empire, les maréchaux ou autres. Et pendant que mes groupes d'élèves étaient dispersés à droite et à gauche, j'avais mis mes collègues pour les surveiller, moi, je suis tombé par hasard devant justement ce tombeau. Vous le connaissez peut-être, moi je l'ai découvert, c'était le sergent Hoff. Le sergent Hoff, il est présent, hein, donc je regardais, ça m'intéressait, et puis je voyais un petit peu ce qui était marqué sur... Je me suis rapidement aperçu que c'était un soldat de ligne de la guerre de 1870. Je fais mes petites recherches et m'aperçois que ce sergent Hoff, finalement, intégré comme régiment, il parle de Belle-Île, finalement il se retrouve à Paris, durant le siège de Paris, il multiplie les escarmouches, il va jusqu'à sortir de Paris et tuer jusqu'à 27 Allemands. Il devient extrêmement populaire à tel point que les Allemands ont mis une prime pour l'attraper, pour celui qui l'attraperait. Finalement, il va être emprisonné par les Allemands, il arrive à changer son identité, donc les Allemands ne savent pas que c'est lui. À la fin de la guerre, il va participer à des batailles. À la fin de la guerre, il rentre en France. On parle énormément de lui de temps en temps dans la presse. Il devient gardien de la place Vendôme, gardien de l'Arc de Triomphe. Il meurt en 1902. Et quand il meurt en 1902, eh bien, c'est Bartholdi lui-même qui décide d'une souscription nationale pour lui ériger un monument. Ce qui m'interpelle, et c'est un petit peu la fin finalement de notre intervention, il est marqué « France, souviens-toi ». Merci.